C'est moi qui commence. Voilà, vous connaissez mon nom, Ivan Malchev. Je suis aujourd'hui coach, conseil de mon métier. Je travaille beaucoup dans le monde des entreprises principalement, mais aussi depuis de nombreuses années, beaucoup aussi dans les collectifs citoyens et associations qui œuvrent pour des transformations. Et effectivement, je peux dire aussi, puisque c'est le sujet qui nous relie aujourd'hui, que le sujet de l'exploration intérieure, quel que soit son nom, est quelque chose qui me motive depuis mon plus jeune âge. Et donc, j'ai eu l'occasion de cheminer je peux le dire, de nombreuses traditions à ce sujet-là. Et je me définis comme tout à fait indépendant de tout système de référence et de tradition à ce niveau-là. J'ai mon propre parcours, ma propre synthèse, qui est celle qui me guide sur mon chemin de vie. Voilà ce que je peux dire en 2 mots, bien sûr, je ne vais pas être trop long. Et Laurence, tu dirais quoi, toi, pour te parler de toi? Alors, moi aussi en chemin. D'abord, bonjour à toutes et tous. Merci, je suis touchée par votre présence et le fait que vous nous suiviez ou que vous nous ayez vus sur les réseaux au point et que vous soyez intéressés au point d'être là avec nous. Donc, avant toute chose, merci de ce temps de partage et de partager cette heure avec nous. Je suis coach. Je suis auteure, je suis conférencière, je suis aussi enseignante. En fait, je suis une humaine terrienne. J'aime dire que je suis chercheuse indépendante. Et mon parcours de vie est guidé par 2 questions que j'ai en tête depuis l'enfance, c'est qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née. Entre ces 2 questions, j'ai grandi comme tout le monde, j'ai fait des études, je suis devenue consultante, coach, chercheuse. Mais en réalité, ce qui m'intéresse n'est pas tant mon métier, si, ce qui m'intéresse, c'est mon métier dans la mesure où j'accompagne des personnes, mais c'est bien ces 2 questions et c'est de continuer à trouver des réponses à ces 2 questions. Qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent dans la vie, on porte à l'extérieur, on crée à l'extérieur ce qu'on porte en nous-mêmes. Et cette articulation entre ces 2 questions m'a amenée en 2000 à créer, en réalité co-créer avec d'autres. Et je vais arriver à la conscience par un peu d'histoire, à co-créer avec d'autres une association que nous avons appelée à l'époque Interaction TP-TS. Le TP signifie transformation personnelle, le TS signifie transformation sociale. Vous pourrez nous entendre au cours de cette heure avec Ivan dire TPTS, comme si tout le monde savait ce que c'était que TPTS. Pas du tout. Et ça Voilà, date de quand, Laurence? TPTS. Ça date de Comment? quand? Ça date de quand? Parce que c'est important de le dire. C'était en 2000. C'était en 2000. En 2000, on va créer l'association Interaction TPTS. Donc, quand vous entendez TPTS, en fait, ça veut dire personnel social, personnel collectif. Le social, on peut le remplacer par collectif. Ça veut dire je et nous. Ça veut dire cette dynamique, cette double dynamique de je suis dans le nous sommes. Je suis, nous sommes ensemble. Et on va voir que ça nous amène sur le champ social des dynamiques collectives et aussi sur le champ de la conscience. On est donc en 2000, mon parcours, guidé donc par ces 2 questions, qui suis-je, quel est ce monde dans lequel je suis née, parcours qui m'a amené intellectuellement à aller plutôt sur les terrains de la complexité, de la transversalité. Je vais citer juste Henri Laborie et Edgar Morin pour donner une idée des références intellectuelles, et sur le champ de la psychanalyse, des petites cousines de la psychanalyse et tout le champ psychosocial. Voilà, j'expérimente. Donc en 2000, on fait TPTS et on va en faire une idée, un regroupement citoyen à la fois d'intellectuels, de praticiens, de personnes qui font et qui vont se questionner. En 2000, on ne parle pas encore de conscience. En 2000, dans le champ de l'entreprise et dans le champ de la société, on ne peut pas dire conscience, on ne le dit pas collectivement. Et dès qu'on prononce le mot conscience, il y a un risque, il y a une suspicion. Ah, wow, de quoi elle parle? On ne peut pas dire non plus le mot spiritualité. Je me suis fait retoquer, et je faisais parfois quelques conférences retoquées du fait de ces mots-là. On voit qu'en 20 ans, 25 ans, notre culture collective a énormément évolué
de par le monde et en France. Mais en 2000, on ne dit pas. Donc, quand on fait du TPTS, en 2000, du je et du nous, l'articulation entre les deux, ben on va faire de l'interaction au niveau des idées, des débats féconds. On va le faire au niveau des émotions, du champ émotionnel. On va le faire au niveau du relationnel, l'intelligence relationnelle. On va le faire sur ces registres-là, des liens qui nous unissent les uns les autres. Vous me suivez jusque-là? Edgar Morin, dès 2000, nous adoube et dit « Vous avez raison, c'est bien ce chemin-là qu'il faut emprunter », sans prononcer le mot encore conscience et spiritualité, juste la réforme de la pensée. La réforme de la pensée qui nous a conduit à créer ces systèmes pyramidaux hiérarchiques dans lesquels aujourd'hui nous étouffons, la réforme de la pensée qui doit nous amener de passer de ces systèmes-là à quelque chose de plus vivant, de plus dynamique, passe par une réforme de l'être. Mais déjà, une référence intellectuelle comme Edgar Morin, que je considère comme une des plus grandes références aujourd'hui, c'est un avis personnel, qui nous parle de l'être, waouh, c'était la porte ouverte à des champs nouveaux que nous avons ensemble explorés. Je rencontre Ivan à ce moment-là et d'autres, on se retrouve à 10, 20, 100 plus quand on fait des colloques, et nous nous rencontrons sur cette idée que cette articulation, elle est fondamentale. C'est la conscience que j'ai une responsabilité, je suis rien et en même temps, je suis dans le tout, étant dans le tout, je suis responsable du tout. Je suis responsable de mon jeu et je suis responsable de l'ensemble. Nous sommes co-responsables. Et dans notre approche, nous plaçons cette articulation au cœur de notre démarche. Cette idée, elle n'est pas nouvelle du TPTS, c'est Gandhi, hein, sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde. C'est une phrase que, en France, en tout cas, on entend, je vais me limiter à la France, on entend de plus en plus sur les réseaux sociaux ou dans les interventions à partir de l'an 2000. C'est aussi ce que va proposer Pierre Rabhi au niveau des colibris, quand il propose, Pierre Rabhi, hein, vous voyez, vous situez le mouvement des colibris, une écologie naturelle et sociale, quand il propose la révolution intérieure et qu'il nous dit que la révolution intérieure est au cœur d'une évolution collective. Donc, on voit en 2000 cette idée qui commence à grandir. Ça va donner dans le champ de l'entreprise, dans le champ de la société, mais dans le champ de l'entreprise, tout le courant de l'intelligence collective, toutes les pratiques coopératives. Et tout le début, là encore, c'est en 2000, même si bien sûr ça existait depuis les années 50-60, on trouvait des précurseurs, mais ça se répand au début des années 2000. On va trouver aussi un début de réflexion sur les nouveaux modes de gouvernance. On va parler de, et je me trompe toujours parce que je suis un peu dyslexique, holacratie. Allocratie, non, holacratie. Holacratie, gouvernance partagée, sociocratie, tous ces modèles qui nous amènent à passer de modèles rigides, figés, hiérarchisés, à des modèles beaucoup plus souples, beaucoup plus dans le vivant, beaucoup plus symbiotiques. Et l'individu, il prend une place de plus en plus grande. Peter Senge, qui est le père de ce qu'on appelle, du concept qu'on appelle l'organisation apprenante, une organisation qui apprend en permanence, lui aussi très tôt, dans les années 2000-2010, va dire, mais en fait, au cœur de ce système-là, il y a l'individu et il y a la transformation personnelle de l'individu et il y a la conscience de l'individu. On voit peu à peu émerger ces mots de spiritualité et conscience. Ils vont mettre du temps, hein, à grandir, mais on les voit naître. Et pour ce qui est d'Ivan et moi, et beaucoup sur ces courants que je vous cite, on se questionnait déjà sur l'être, sur ce beau mot qu'on appelle l'ontologie
mais en fait, c'est quoi tout ça? C'est quoi cette histoire de l'humain? C'est ces humains que nous sommes. On avait une quête spirituelle, on avait les uns les autres reçu des enseignements ou pas, on avait vécu des expériences sensibles, des expériences en lien avec l'invisible. Moi-même, je les raconte par ailleurs, ou c'est pas l'objet aujourd'hui, sauf si vous êtes curieux, et j'aurai plaisir à vous en parler, mais des expériences avec l'invisible. Et waouh, c'est drôlement bien déjà de faire évoluer notre vivre ensemble sur le champ psycho, sociaux, relationnels, émotionnels, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose au-delà qui est de l'ordre d'une connexion, pas seulement au vivant, pas seulement de l'écologie intérieure, qui est quelque chose de plus sensible et de plus subtil. Et là, depuis ces dernières années, on voit l'explosion de ce champ du sensible. Alors, ce n'est pas l'explosion du champ du sensible. S'il existe, ce champ, il a toujours été là. On voit une accélération de notre quête, de notre envie à explorer ce sensible, à explorer cet invisible et à nous servir des ressources que ça nous donne. Je vais prendre pour exemple, je reste toujours sur le périmètre France, le film de Valérie Seguin qui s'appelle L'âme, qui a eu un grand succès, qui nous parle de l'âme. L'âme est un mot comme conscience et spiritualité qu'on ne pouvait pas prononcer il y a 20 ans sous peine de suspicion. Et aujourd'hui, nous parlons d'âme. Il y a plein de coachs qui intègrent ce mot dans leur démarche, dans leur approche. L'autre film de Valérie, je vais citer 2 films de Valérie, l'intelligence intuitive et spirituelle au travail. S'agissant des dirigeants, des gouvernants, je vais citer un autre exemple, c'est le livre coordonné par Catherine Voynet-Fourbourg, qui est maître de conférence à Assas, donc qui a avec elle la crédibilité académique, Université d'Assas, et qui coordonne un livre auquel j'ai eu l'honneur de participer. C'est sur les pratiques spirituelles, du coup j'ai oublié le titre. Le leadership spirituel en pratique. Merci. Et oui, et là, il y a Frédéric qui a traduit mon texte en anglais. Merci de m'avoir rappelé le mot leadership. C'est très nouveau. Ça existait déjà à l'étranger, ça existait aux États-Unis et ça arrive chez nous. Et donc, on ouvre ce champ-là. C'est un peu comme si on disait, mais ouvrons les rideaux. Mais c'est donnons-nous de l'espace et nous sommes là, tous ensemble, à explorer ces nouveaux territoires qui sont les territoires de l'esprit, qui sont les territoires de la conscience, qui sont les territoires de nos intuitions et ressentis plus subtils, plus directs, qui ne sont pas que les territoires exclusifs du mental, qui est super important, mais qui court le risque de nous rigidifier, qui sont aussi les territoires de l'intuition, de ce qui arrive sans qu'on s'y attende, les territoires du lâcher-prise. Et on entre beaucoup plus, et c'est ça l'aventure, et c'est en tout cas comme ça, et je vais te passer la parole, Ivan, c'est comme ça que nous décodons le chemin, réussir le passage, nous sommes en chemin, c'est comme ça qu'Ivan et moi décodons le passage, nous sommes individuellement et collectivement invités à garder le meilleur de la rationalité, et à articuler cette rationalité avec quelque chose qu'on ne connaît pas bien, tant on s'en est coupé ces dernières décennies, qui est une irrationalité a priori, parce qu'on ne la connaît pas, qui est la sensibilité. Et comment on entre équilibré dans cette dynamique. C'est TPTS qui nous amène, nous, en termes de corpus intellectuel, à cet endroit-là du chemin. J'ai résumé tout ça dans un livre en 2019 que j'ai appelé « Oser l'invisible » et Ivan, tu en avais parlé dans les nouveaux collectifs citoyens quelques années avant. Je m'arrête là et je te laisse reprendre et continuer. Donc, je prends le fil de ce que Laurence vous a partagé. Effectivement, apparition depuis 20 ans, de façon beaucoup plus claire, lisible et visible, de ce mot de conscience. Alors,
sur le territoire français, le territoire intellectuel français, c'est rentré beaucoup par la méditation dite de pleine conscience. C'est rentré beaucoup par toutes les études en neurosciences, un travail magnifique de Mathieu Ricard et d'autres qui ont amené à la connaissance rationnelle, finalement, parce que observé par les outils de la science actuelle, finalement, tous ces états dits modifiés, altérés, transformés de conscience. On étudie de plus en plus aussi aujourd'hui la transe, comme vous le savez. Enfin bon, tout ça fait partie maintenant de l'univers de l'observable scientifique. On parlera tout à l'heure de quelques scientifiques qui vont beaucoup plus loin dans leur postulat. On les appelle les post-matérialistes. Pour autant, donc, cette notion de conscience est rentrée dans notre vocabulaire, est rentrée dans nos champs d'observation. J'accompagne pas mal de managers, cadres en méditation de pleine conscience aujourd'hui qui utilisent ces outils dans leur vie quotidienne. Donc, il ne s'agit pas forcément d'aller s'évader, hein, bien au contraire. Le but de la recherche intérieure n'est pas de s'évader, de partir dans des univers, certes peut-être agréables ou pas, mais qui nous déconnectent du réel. Au contraire, c'est d'intégrer de plus en plus dans notre réalité une sensation, une présence à soi, une présence aux autres, une présence au monde qui progressivement, comme Laurence a commencé à le décrire, modifie notre relation au monde, qui modifie notre reliance au monde, de telle façon que graduellement, au fur et à mesure, on pourrait dire que le voyage de la conscience, c'est cette faculté d'observation et de mise en mouvement vers une plus grande exploration de notre nature profonde, on pourrait dire ça, de notre être profond. Et que ce voyage, c'est souvent décrit comme un voyage, nous amène à la fois à rencontrer nos ombres, hein, telles que Jung les a définies, mais toute cette partie de nous-mêmes que nous ignorons, faite de mémoire inconsciente pour la plupart des cas, mais qui graduellement remonte à la conscience grâce à notre travail intérieur, mais qui nous amène aussi à des moments plus ou moins grands, bien sûr, c'est infini, d'éveil dans des sensations extrêmement fortes d'unité, de reliance, de compassion, d'espace, de lumière, etc., qui nous disent que, tiens, il y a autre chose, il y a autre chose. Et cette autre chose, je tiens à le dire, et c'est important dans notre démarche, n'appartient en particulier à aucun chemin codifié, qu'il soit philosophique, religieux ou autre. Il fait partie de la nature fondamentale de l'être humain, comme un droit inaliénable et inaltérable qui est celui de nous connaître et de connaître notre lien au monde et notre relation à l'univers. Et c'est cet élément-là qui nous fait dire aujourd'hui que un nombre croissant de citoyens, de personnes, mais j'emploie le mot citoyen parce qu'il y a la dimension collective et sociétale qui nous intéresse dans nos travaux et nos partages, arrive à cette conscience, ce degré de réalisation qu'en fait, ils portent en eux cette capacité qu'il faut bien sûr explorer, développer, renforcer, enrichir, de se connecter en eux-mêmes à quelque chose de plus profond, et ce plus profond les relie de façon différente au monde et aux autres. Et c'est à partir de là qu'on peut dire que tout d'un coup, des représentations de ce qu'est le monde que nous avions solidifié, ceci est vrai, ceci est faux, le monde est ceci, le monde est cela, se met à bouger, se met peu à peu ou violemment dans certains cas, quand on a des expériences très fortes, se met à chambouler, parfois complètement chamboulé. Et à partir de ce moment-là, on se met en chemin vers ce que certains ont appelé de nouveaux paradigmes, de nouvelles règles du jeu, du vivre ensemble, de nouvelles façons de nous relier à ce que sont les autres, à ce qu'est la nature. On voit que la crise écologique, par exemple, peut amener une partie d'entre nous, pas la totalité, mais à considérer le vivant, ce qu'on appelle le vivant, complètement différemment, habité de présences qui ont existé dans des représentations traditionnelles anciennes, mais qu'on redécouvre aujourd'hui. Donc, il y a tout ce mouvement dans l'éveil et il est complètement non dogmatique, puisqu'il ne s'agit pas d'encapsuler les choses dans une nouvelle vérité. Il s'agit plutôt de rechercher et d'expérimenter ensemble une nouvelle reliance au monde. Et ceci nous amène effectivement au collectif et à la construction d'une société différente. Dans les partis pris que nous avons avec Laurence,
consiste à dire que le sujet de la conscience, tel qu'on vient de le définir, c'est un grand mot, mettons, tel qu'on vient un petit peu de l'ouvrir, est pour nous le marqueur de l'entrée dans une nouvelle civilisation. Ce ne sera pas la technologie, ce ne sera pas tout autre sujet, puisque la technologie, aussi magnifique et brillante soit-elle, utilisée avec la même conscience, le même mode de pensée, qui est basé premièrement sur un matérialisme strict, c'est celui de la majorité des références scientifiques aujourd'hui, c'est-à-dire la non-existence des plans subtils et la non-existence d'une conscience non locale. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Basé sur la séparation. Il y a le monde et puis il y a moi, et nous sommes complètement séparés. Nous n'avons pas réellement de lien et d'interaction. Basé, comme nous le savons, sur la compétition comme valeur centrale, la prédation, la concurrence effrénée, etc., comme étant les meilleurs moteurs pour révéler finalement le meilleur de l'homme. Ce sont quand même les fondements de nos sociétés aujourd'hui, même s'il y a de la solidarité, elle vient en support et en soutien. Une société aussi technologique soit-elle, aussi brillante soit-elle, basée sur cette conscience, n'amènera pas de changement radical et n'amènera pas une nouvelle civilisation dans le sens où nous l'entendons. L'évolution de la conscience, la transformation de la conscience qui nous amènera à considérer le monde, les autres, la nature et soi-même complètement différemment, est selon nous porteur réellement d'une nouvelle civilisation. Voilà, je ne veux pas être trop long là-dessus parce qu'il y aurait des heures et des heures de partage et d'échange sur ces questions-là, mais ça vous donne quelques-uns des partis pris, des présupposés qui sont les nôtres, et puis en partie aussi de nos expériences plus personnelles, qui nous font dire qu'aujourd'hui, Laurence, il y a un certain nombre de partis pris qui sont les nôtres. Pour terminer cette présentation, Ivan, et je vais les reprendre alors. Le premier, TPTS. Si vous m'avez écouté maintenant, vous savez TPTS. C'est quoi? Voyons dans le chat. TPTS. C'est ça. Et dans une boucle vertueuse. Transformation personnelle, transformation sociale. Merci, Christine. Voilà, ça, c'est notre premier parti pris, c'est-à-dire la conscience, et on le disait avec... je crois qu'Elisabeth est là, hein, me semble-t-il. Nous évoquions ce sujet avec Elisabeth il n'y a pas très longtemps. Et pour arriver à prendre conscience qu'on est à la fois je et nous. Je suis je, mais dans cette nouvelle ère dans laquelle nous entrons, je suis nous aussi. Il n'y a pas de je sans le nous. Les deux sont liés et c'est à chaque fois avoir ce double regard, ce regard multidimensionnel. Ça, c'est notre premier parti pris. Le deuxième parti pris, on parlait de conscience, c'est le paradigme post-matérialiste. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle le paradigme post-matérialiste en science. Ce sont des scientifiques qui se reconnaissent dans un courant de recherche scientifique. Et pour eux, la conscience est à la fois locale, elle est dans notre cerveau, mais elle est aussi et surtout non locale, elle est ailleurs. Nous baignons dans un champ de conscience. Ce qui réinterroge toutes les grandes questions métaphysiques de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la naissance, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que le temps, qui suis-je, hein? C'est un courant qui nous renvoie encore plus à ces questions spirituelles-là, ces questions essentielles-là. Les post-matérialistes, si vous êtes curieux, il y a Manifeste pour une science post-matérialiste qui résume cette approche-là. Voilà, il existe un champ de conscience extérieur à nous-mêmes, champ de conscience auquel nous sommes potentiellement toutes et tous connectés, et qui est... c'est Erwin Laszlo, il y a bien des années, créateur du club de Budapest, appelé ça l'akasha, reprenant le vocabulaire, le terme indien. Donc TPTS, approche post-matérialiste. Alors, post-matérialiste, là, on en a parlé, Ivan et moi, beaucoup au niveau intellectuel. Quand on est en connaissance directe de ces plans-là, par la méditation, par des expériences de connexion subtile, l'expérience, elle est au niveau du cœur, hein, c'est l'ouverture du cœur. Si on dit ouverture du cœur, ça marche aussi bien et ça vibre. Et en fait, le grand passage de l'humanité, c'est l'ouverture du cœur. On peut le dire aussi comme ça. Et le troisième point, c'est que nous pensons comme beaucoup, hein, on sent bien qu'on est entre deux civilisations, une s'écroule, l'autre est en train de naître, mais n'est pas encore née. Il y a un grand bouleversement, quelque chose qui est de l'ordre du chaos. Nous pensons que nous sommes dans ce moment-là
que nous appelons le passage, que nous sommes acteurs de ce passage-là et que le meilleur est à construire pour peu que nous nous y engagions en conscience. Certains, les courants un peu New Age ou spirituels vont appeler ça la 5D, l'ère du Verseau, la nouvelle Terre, peu importe le nom qu'on lui donne. Un monde, des sociétés humaines plus conscientes, plus apaisées intérieurement, qui apaisent l'extérieur, plus joyeuses, plus heureuses, plus dans le partage, plus dans le respect de Gaïa, de la Terre, dans la création, dans la liberté d'être. Tout cela est possible. En fait, nous sommes les créateurs du réel. L'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Que voulons-nous individuellement et collectivement faire de notre vie? Si nous voulons une vie de paix et de joie, nous aurons une vie de paix et de joie. Il y a cette idée-là. Voilà, donc on y entre par la science, on y entre aussi par le cœur. Voilà nos partis pris. Pas un scientifique, donc je répondrai à partir de ma compréhension et puis de ce qui le grand apport pour moi, ça a été la non-séparation du sujet et de l'objet. Dans la physique traditionnelle, on est effectivement, je suis là, il y a un objet là et j'observe cet objet et je ne suis pas connecté à cet objet. Grâce à la physique quantique, on peut comprendre qu'on est complètement interreliés. Et qu'en fait, nous sommes, en extrapolant sur les observations scientifiques, nous sommes co-créateurs en réalité d'une réalité qui est celle qui émerge à notre conscience. Donc ça, c'est un apport fondamental parce que ça change, pour moi, la relation réelle. Et d'autre part, nous baignons, selon un certain nombre de physiciens quantiques, alors pas tous, hein, il y a débat entre eux aussi, hein, mais nous baignons dans un champ, alors certains appelés de vide quantique, et dans ce champ, certains y voient une conscience universelle qui nous traverse tous et qui traverse tout ce que nous sommes et tout ce que nous nous représentons. Et donc, un champ unifié de conscience pourrait être, je dirais, une des extrapolations, une fois encore, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tout, hein, des observations que permet la physique quantique, qui en fait nous permet de nous libérer des représentations je vois cet objet, donc il existe en tant que tel, séparé de moi-même. Voilà ce que j'en retiens en esprit non scientifique que je suis. Parce que les portes d'entrée sont multiples. Il y a la science, il y a le sensible, il y a le symbolique, il y a l'artistique, il y a le corps. En fait, il y a le poétique. Alors nous, on aimerait que ça arrive, que tout ça fasse émerger quelque chose au niveau du politique. Ça c'est notre ambition. Nous n'en sommes pas encore là. Mais vous savez, quand j'apprenais les sciences de la complexité, la théorie du chaos, il m'était resté cette idée, j'espère plusieurs choses, mais au moins cette idée, quand on est dans des périodes de chaos, tous les systèmes s'effondrent, se cassent la figure, il n'y a plus d'ordre. L'ordre disparaît, on est dans un moment où il n'y a pas d'ordre. Et il y a un moment dans ce non-ordre où vont apparaître ce qu'en science de la complexité, théorie du chaos, on appelle des attracteurs étranges. Ils n'étaient pas là avant, les attracteurs étranges. Tout d'un coup, ils émergent. Et ces attracteurs étranges parce que d'où sortent-ils, on ne sait pas, mais ils vont être, comme leur nom l'indique, attracteurs, c'est-à-dire qu'ils vont autour d'eux ou avec eux ou à partir d'eux cristalliser, générer le nouvel ordre. Et hop, c'est comme ça qu'en théorie du chaos, on s'aperçoit dans les systèmes complexes qu'on passe d'un ordre à un chaos et à un nouvel ordre grâce aux attracteurs étranges. Ils sont sûrement là, les attracteurs étranges, certainement pas encore assez attracteurs pour créer ce nouveau, quoique du nouveau se crée à beaucoup d'endroits. Mais on est dans cette période, dans cet entre-deux. Ce qu'on porte avec Ivan, c'est renforcer cette conscience que nous sommes, au moins pour nos vies, tous nos attracteurs étranges. C'est-à-dire quelle partie de nous-mêmes va émerger pour créer en nous et autour de nous le nouveau qui correspondra à la phrase de Gandhi, soit toi-même le changement que tu veux voir dans le monde. Et voilà, donc on porte en nous ces attracteurs étranges et comment on les laisse émerger. Et je voudrais faire un pont là-dessus avec les synchronicités qui peuvent, dans nos vies quotidiennes, là pour le coup, hein, qui peuvent ressembler à quelque chose comme des attracteurs étranges.
Et plus nous modifions quelque chose dans, une fois encore, sensation, émotion, système de représentation, lien avec le monde, plus tout d'un coup se présente ce qu'on a nommé, qui est quand même assez connu maintenant dans le champ de la psychologie, les synchronicités, qui sont ces événements un peu particuliers qui surgissent de façon inopinée et auxquels nous donnons un sens, qui prennent un sens très fort en résonance avec ce que nous sommes en train de vivre. Une information surgit sur notre plan de conscience, notre écran de conscience, et vient nous aider, ou d'une façon pas toujours positive, ou perçue positivement, ça peut être désagréable, mais vient nous indiquer quelque chose par rapport à une situation vécue que nous sommes en train de traverser. Et plus on rentre dans un chemin conscient, plus les synchronicités apparaissent, plus des informations nouvelles viennent d'une façon, on va dire, non rationnelle. Ce qui n'empêche pas après de raisonner. Il y avait d'autres remarques, parce que je vois par exemple, Morgane avait écrit par exemple. Par exemple, un attracteur étrange, par exemple. Eh ben, les attracteurs étranges, on ne les connaît pas avant qu'ils émergent. Mais ça va être des personnes, ça va être des modèles, ça va être des idées qui, tout d'un coup, vont se répandre comme une traînée de poudre parce que c'est l'heure, parce que... Et ben, moi et Ivan aussi, on aimerait bien que ce soit des attracteurs de partage, des attracteurs de respect, des attracteurs qui nous donnent le droit d'être et de continuer d'apprendre à être pleinement qui nous sommes sur cette planète, qui nous invitent à cette curiosité-là. Voilà où peuvent nous amener nos perceptions, ou au moins nos questionnements métaphysiques, ontologiques, personnels. Et comment la question que nous nous posons avec Ivan, et on invite de manière beaucoup plus pragmatique et ciblée à se questionner, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait de toute cette richesse-là qui peut effrayer parce que tout d'un coup nos repères changent, et qui en même temps est une ouverture incroyable sur du renouveau. C'est une ouverture incroyable sur du renouveau. On vit cette révolution ontologique et scientifique en ce moment même. Clairement, il y a beaucoup de peur sur ces sujets-là, et je dirais qu'elles sont compréhensibles compte tenu de notre histoire, compte tenu de tout cet enchaînement, et en particulier en France, parce que ceux qui connaissent d'autres pays, les questions ne se posent pas autour notamment de la spiritualité du tout de la même façon. Vous allez en Afrique, vous allez au Brésil, vous allez dans d'autres pays, quand on raconte ce qui se passe en France sur ces questions-là, il y a toujours un peu un étonnement. Oui, mais bon, c'est la situation que nous vivons en France, et où je vois, moi j'observe une évolution. C'est effectivement à travers ce qu'on a essayé de développer rapidement, c'est à travers la science ouverte, celle qui se remet en question. Je pense que la méditation de pleine conscience a beaucoup apporté aux approches rationalistes pour commencer à s'ouvrir. Il est très important de faire attention aux mots qu'on emploie, parce que chaque mot, on sait, vient réveiller chez nous des mémoires, des représentations, etc. Et en voulant employer un mot ouvert, nous allons enfermer la personne et ensuite rentrer dans un débat d'idées qui n'amène, enfin pour moi, nulle part. Donc, il faut être très respectueux, très attentif. Et au fond, le chemin que j'observe dans ma pratique, c'est celui du cœur, ce que disait Laurence. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à ressentir quelque chose à ce niveau-là, on arrive à débrancher une partie du mental et on arrive à dire finalement, si c'est cela dont on parle, alors, et qu'on l'appelle conscience ou qu'on l'appelle spiritualité, etc., alors je veux bien aller sur ce chemin-là. Ouverture de mon cœur. Et mon cœur, c'est pas juste, nous le savons, uniquement l'émotionnel. C'est cette immense faculté d'intelligence reliante qui nous conduit extrêmement loin. Ça, j'observe que de plus en plus de personnes sont ouvertes, y compris dans le champ de l'entreprise, pour s'ouvrir. Et comme disait Laurence tout à l'heure, Catherine Fourboul a beaucoup travaillé sur cette question à travers les valeurs très fondamentales qui viennent nous chercher ici au niveau du cœur et qui nous permettent effectivement de commencer à nous mettre en reliance et de débrancher peu à peu nos peurs, parce que ce sont des peurs au niveau des représentations mentales. Voilà, je ne vais pas être trop long parce qu'on avance, mais... Quelques mots sur nos séminaires, parce que l'idée d'aujourd'hui, c'était aussi de faire connaître notre approche. Merci encore de la partager et puis de notre proposition. Il y a les webconférences qui sont accessibles et vous pouvez aller sur la chaîne Réussir le passage. Et si vous êtes d'accord, sauf
sauf si vous nous dites non, nous permettrons de mettre votre adresse mail dans la liste de Réussir le Passage, comme ça vous serez informé des webconférences et de nos différentes activités. Dans nos différentes activités, nous avons 3 séminaires qui ont pour but de se positionner sur ces différents sujets et de se questionner sur comment moi, j'intègre ces sujets-là et comment j'ai envie de les intégrer. Et en fait, la science, ça me parle comment le sensible, compte tenu de mon histoire de vie, de mes expériences, et comment j'intègre ou pas ces différentes réalités vibratoires, qu'elles soient intellectuelles ou émotionnelles ou autres, dans ma réalité, comment je me sens pleinement moi dans le monde. 3 verbatims de nos participants. Un nous a dit c'est un électrochoc qui m'a permis de me questionner et d'avancer. C'est pas un électrochoc pour tout le monde. Un autre dit une bulle d'oxygène et de sérénité que je n'ai pas trouvé ailleurs. Il dit qu'on ne trouve pas ailleurs, mais je vais être plus modeste, que je n'avais pas trouvé ailleurs. Et un 3e verbatim, j'ai réalisé que nous sommes nombreux à nous relier à un autre plan que le seul plan physique. Si on prend par rapport à la question posée, à la remarque de tout à l'heure, ouais, si on prend tout le monde, on va dire il y a des résistances. Mais en réalité, il y a énormément de personnes qui sont engagées sur le chemin et notre idée à nous, c'est de travailler avec ces personnes-là. C'est pas si on veut embarquer tout le monde, non, on n'y arrivera jamais. Mais si on veut par petits groupes travailler à mieux avancer, là, il y a une chance. Les séminaires, nous les avons commencés il y a 2 ans, au moment du Covid, juste avant le Covid, avec 34 participants, 50 stagiaires, alors chefs d'entreprise, managers, coachs, consultants, responsables associatifs, élus, artistes. On est très contents de cette diversité parce que pour nous, notre approche relève aussi du décloisonnement nécessaire entre les mondes. Nous avons besoin de décloisonner nos mondes entre pairs, mais nous avons aussi besoin de décloisonner entre autres catégories de personnes qui exercent autrement dans la société. Voilà, donc c'est une diversité qui nous plaît. Pour finir, on a 3 séminaires. Le premier, c'est nos chemins. Être et agir dans le monde en conscience. Nos chemins de vie et la place de la conscience dans nos chemins de vie. Le premier, c'est un travail sur c'est quoi mon chemin de vie, jusqu'où je m'autorise à être pleinement moi ou pas, quelle place je laisse à la conscience, à ma conscience dans mon histoire. Le deuxième est plus axé sur la reliance entre le visible et l'invisible, c'est ce qu'on appelle l'activation quantique, comment je m'autorise à intégrer ce potentiel invisible, ce potentiel énergétique qui est le mien. Et le 3 qui s'appelle la conscience galactique, alors lui, pour le titre, il a du succès parce que la conscience galactique est à la mode. C'est un voyage dans l'univers. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais généralement, on est d'accord avec cette idée-là. Quand on avance sur le chemin de la connaissance de soi ou de la quête de soi, on peut se promener très très loin tant les plans sont vastes, tant les choses à découvrir sont vastes, que ce soit dans la science ou dans l'expérience. Et en même temps, et alors, ces voyages merveilleux à l'infini autour de nous ramènent in fine au cœur de nous-mêmes. Voilà, donc conscience galactique, à la fois la galaxie extérieure et sa propre galaxie intérieure. Voilà, donc on ne parle pas des galactiques on en parle un peu, mais pas que de ça, dans le 3e séminaire. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations. Ivan, je vais te laisser continuer sur le site Réussir le Passage. Je vais mettre l'adresse dans le chat. Voilà, on va mettre l'adresse dans le chat. Pour nous, ces séminaires, ils sont importants parce qu'ils sont comme une continuité, vous l'avez compris, de l'aventure TPTS, qui était à l'origine finalement de notre rencontre avec Laurence il y a plus de 20 ans, et parce que c'est comme une continuité dans le paysage citoyen, et dans le paysage finalement de la transformation sociétale à laquelle nous assistons et participons, vous qui êtes là très certainement. Nous avons du coup nos séminaires, je dirais, on en fait jusqu'à présent à peu près 3, 4, 5 par an. On aimerait bien cette année faire le cycle qui est annoncé sur le premier semestre et faire un 2e cycle sur le 2e semestre.
Nous aimerions aussi proposer que des personnes, puisque ces stages, ces séminaires sont apparus au fur et à mesure que nous les construisions, on n'avait pas l'idée de départ d'en faire 3, soient suivis de façon régulière par un certain nombre de personnes, c'est-à-dire 1, 2 et 3, même si chacun fait exactement ce qu'il veut. Mais en tout cas, on l'a conçu pour ça, et parce qu'il y a un cheminement et une progression. Ivan, tu En réponds? présentiel, oui, parce que vraiment, comment dire, ce cheminement partagé, ce qui est très fort que nous disent les participants, et il y en a quelques-uns là dans l'auditoire d'aujourd'hui, c'est le partage entre pairs sur des cheminements. Ça, si je peux dire, on espère que nos contenus sont intéressants, mais vraiment, les personnes ressortent avec beaucoup d'énergie liée au partage et au renforcement les uns envers les autres sur les chemins respectifs. Ça, c'est très fort. Et donc, ça se passe en présentiel. À distance, on peut faire des choses, mais pas ça. Et est-ce que vous voulez bien nous faire un cadeau pour finir? Qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire en termes de... S'il y avait une chose, vous savez, quand on écoute, entre ce qu'on entend, ce qu'on retient, généralement, à la fin, il reste 5%. Dans ces 5%, s'il devait y avoir un mot, ce serait quoi? Comment ça résonne et quel mot il va vous rester? TPTS, merci Gildas. En quoi ça vient vous interpeller? Ça vient attracteur étrange. Ouais, la notion d'attracteur étrange est fabuleuse. Conscience unifiée, ça a à voir avec ça, unifié, élargi. Ouverture du cœur, merci Morgane de cette dimension-là. Nous sommes sur le chemin de l'éveil collectif des consciences. Désir, merci Brigitte pour le désir, éveil et conscience. C'est ça, on entre dans cette aventure-là. On est à ce moment-là de notre histoire collective, le rapport à l'autre. J'en veux encore et encore. Ah, Paola. Connexion au subtil pour la naissance d'un, ça va trop vite. Connexion à l'autre, aux autres, au monde. Edgar Morin. Vive Edgar Morin. Oui, oui, oui. Merci, Edgar. Être là où on doit être, construire ensemble. Connexion au subtil pour la naissance d'une nouvelle civilisation, Olivier. Oui, c'est ce que nous pensons. Ce sont les nouveaux territoires à conquérir, sont ces territoires du subtil. Et ça vient nous interroger collectivement et nous transformer individuellement. Merci de vos présences au sens virtuel et au sens réel, au sens profond. Merci du partage visible et invisible. Peut-être nous croiserons-nous sur les chemins. Certains d'entre vous, c'est déjà le cas. Et merci à tous les nouveaux que nous ne connaissions pas de s'être rejoints pour ce moment. À bientôt pour vous tous. Tu te rends compte, Laurence, on a 2 minutes d'avance. C'est très bien. Hein, Très bien. très bien. Comme dit Patrick Vivray, c'est un cadeau de temps. Voilà. Eh bien, merci à tous et belle journée à vous. Nous, on va rester connectés quelques minutes pour se dire quelques mots à la fin de cette séquence. Merci. Merci. Merci.